Tu le connais le mec qui dit qu'il veut faire un podcast sur la comédie, puis au bout de 3 épisodes, il fait une pause, il prend des vacances pendant quasiment un mois. Bah voilà, bah c'est moi. Hein, voilà, c'est dit. Hein. Désolé de cette absence, je sais que je vous ai beaucoup manqué, c'est évident. Mais j'avais besoin de vacances déjà par rapport à mon boulot, par rapport à plein de trucs. Et ça m'a quand même permis de voir pas mal de choses sur le monde de la comédie, de l'humour, du stand-up. Et ça me permet évidemment de vous en parler après. Voilà, ça c'est mon excuse. Je pense que c'est suffisant. Voilà, tout simplement. Donc on va pas tergiverser pendant 3 heures. Vous êtes sur Passion Stand-up, c'est toujours Peter au micro avec vous, qui vous accompagne et qui vous guide sur le monde de la comédie pour le moment anglophone. Et encore, quand je dis anglophone, on va parler d'un français à la fin de cet épisode. Je vais un peu teaser, on va dire. On va parler du dernier spécial sur Netflix de Gad Elmaleh. Il y a quelques petits trucs à dire. Voilà, c'est. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. On va commencer vraiment par quelqu'un qui me plaît beaucoup. Son nom c'est Anthony Jeselnik. C'est un wineliner. Ça porte bien son nom, le mec arrive et pendant 1 heure, il va faire que des prémices, punchline. Ou alors il va raconter une histoire assez courte, mais voilà, ça reste toujours quelque chose de court. Il va pas faire du comique de situation, comique gestuelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Il va balancer une vanne, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Il va faire que ça. Et faut être accroché. Son humour est vraiment très dark, très noir. Il est né le 22 décembre 1978 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Jeselnik, c'est d'origine slovène, Slovénie, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que Wikipédia me dit. Voilà, j'ai fait mes recherches quand même dans cet épisode. Et sa première tentative de stand-up sur scène, il a imité son père qui se faisait piquer par des guêpes. La partie de ce sketch dure à peine 1 minute. Il avait l'impression que ça en durait 10, 15 quand il en parle maintenant. Et personne n'a rigolé. Voilà, c'est un peu comme toute première expérience de stand-up pour n'importe quel comédien, clairement, qu'il soit français, belge, américain, britannique. La première expérience est toujours assez traumatisante. Lui, il est remonté sur scène quelques temps après pour faire du stand-up plutôt classique. Mais au bout de 2 ans, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour ça. Il est plus fait pour comme je vous disais, le one-line d'humour noir assez dark, dont on s'attend pas à la chute. Et je vais pas me permettre de faire une traduction de ses blagues, parce que clairement, il le dit lui-même, on n'a pas le timing pour faire ses blagues. Il y a que lui qui peut le faire. Ça, c'est évident. Mais en fait, il va commencer sa blague, il va faire un prémisse dont tu t'attends pas à la chute. Il y a forcément quelque chose, il y a un twist quelque part. Il a écrit pour le Late Night de Jimmy Fallon, et c'est ça qui est assez étonnant. Parce que quand on connaît l'humour de Jimmy Fallon, assez, on va dire, commun, entendu, grand public, il y en a beaucoup qui disent que c'est à cause de lui, par exemple, que Donald Trump a été élu président parce qu'il lui a caressé les cheveux lors l'un de ses late night. Bon, après ça se discute, mais le fait de mettre Anthony Jeselnik et Jimmy Fallon dans le même bateau, c'est assez étrange. Je pense que c'était d'ailleurs le seul écrivain, le seul writer de Jimmy Fallon qui était vraiment dark, qui poussait un peu plus loin. Quand on voit l'équipe qu'il avait à côté, c'est assez commun. Donc je pense que c'est lui qui poussait peut-être un peu plus loin les blagues, à la limite. Je pense que c'est pour ça qu'il a tenu aussi longtemps avec Fallon. Et suite à ce déclic de faire de l'humour noir, il s'installe, il trouve refuge littéralement au Comedy Cellar de New York. Je vais vous en parler quelques instants, petite parenthèse. Comedy Cellar de New York, j'ai eu l'occasion de le visiter il y a maintenant 2-3 ans. Mon dernier voyage à New York avec mes parents. Je voulais absolument voir cet endroit. Même si c'était juste pour passer devant, voir la pancarte, voilà, pour moi c'était suffisant. Le Comedy Cellar, Cellar déjà c'est cave, très clairement, et c'est vraiment dans une cave, il faut descendre des escaliers pour arriver au Comedy Cellar. Et juste au-dessus c'est un café, un bar normal.
Donc mes parents ont voulu qu'on s'installe pour boire un verre à cet endroit-là, donc on s'est vraiment installé au bar. On a commandé un café ou une bière, je sais plus exactement, et j'ai demandé à la patronne où se trouvaient les toilettes. Alors, je raconte ma vie, mais ça va être important, vous allez voir pourquoi. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Pas juste que je suis allé pisser, ça on s'en fout. Donc la patronne me dit, bah en fait, pour aller aux toilettes, il faut descendre les escaliers. Elle me donne un code, donc il y a vraiment une porte blindée avec une sorte de digicode. Tu tapes un code, la porte s'ouvre, tu descends une quinzaine, une vingtaine de marches, et tu te retrouves littéralement dans la salle du Comedy Cellar. Et ça a été une grosse surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à me retrouver à cet endroit-là. Je pensais que ce serait un couloir en parallèle de la salle du Comedy Cellar ou quelque chose comme ça. Mais non, tu te retrouves directement dans la salle avec le fameux mur de briques rouges, l'affiche du Comedy Cellar, le micro qui est posé directement sur scène. Et enfin, c'était vraiment, c'était magique pour moi. C'est quelque chose que je voulais voir et je m'attendais pas à le voir en allant pisser. Donc voilà. En revenant, j'ai pris quelques photos. Bon, c'est assez flou parce que c'était assez noir dans la salle. C'était un peu sombre, c'est dommage. Mais je sais que si je retourne à New York, là, je ferai en sorte d'y aller aussi en soirée pour voir un des shows qui s'y passe. Parce que bien souvent, il y a aussi des comédiens assez connus qui viennent tester des blagues. Louis C.K. s'y est produit, Jerry Seinfeld s'est évidemment produit, Gad Elmaleh, on y reviendra après, s'y est produit aussi. Voilà, il laisse vraiment des nouveaux et des anciens tester pendant 15-20 minutes certaines blagues et voir si le public est réactif. Après, il le garde pour des shows plus importants. C'est ça le principe du Comedy Cellar et des comedy clubs en général pour tous les comédiens, tout simplement. Pour revenir à Anthony Jeselnik, parce que c'est quand même ça qui était important, donc il a continué plutôt au Comedy Cellar, où il faisait en fait ses shows assez tôt en début de soirée, pour pouvoir rentrer tôt chez lui le soir et aller travailler le lendemain matin. Il y a quand même cette notion de ok, je fais mon show le soir, mais le lendemain matin, il faut quand même que j'aille bosser. Certains professionnalisme, on pourrait dire. Il a aussi écrit pour le roast de David Hasselhoff. Alors les roasts, je sais pas si vous savez à quoi ça correspond. En gros, c'est une personne, généralement assez connue, David Hasselhoff, tout le monde le connaît pour Alerte à Malibu par exemple. Le principe, c'est d'être une sorte de victime. Je pense que c'est le mieux, mais victime consentante. C'est-à-dire, on fait une soirée sur toi, mais tous les gens que tu invites ou que tu voudrais voir vont te faire des vannes tout le long. Et c'est une sorte d'hommage en même temps. Il y a eu le roast de David Hasselhoff, il y a eu récemment le roast de James Franco qui était vraiment excellent. Il y a eu aussi le roast de Rob Lowe, je mettrai la photo et la description. C'est par exemple un vieil acteur, je vais pas dire vieil acteur, mais un ancien acteur des années, qui a eu certaine notoriété dans les années 80-90 et qui est revenu récemment sur le devant de la scène sur des rôles un peu plus comiques, voilà, tout simplement. Et du coup, le roast en lui-même de David Hasselhoff, lui, Anthony Jeselnik était surtout écrivain sur celui-ci. Et les producteurs ont tellement aimé son travail qu'ils ont dit que la prochaine fois qu'il y aura un roast, il serait directement sur scène à balancer directement ses vannes. Il va pas écrire pour quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui va le faire. Et le roast qui suivait, c'était celui de Donald Trump, le tout tout nouveau président des États-Unis d'Amérique. Il y a quelques années maintenant, il a eu un roast sur le Comedy Central, et donc Anthony Jeselnik était dessus. Et ça a été vraiment le déclic pour le public à cette époque-là, puisqu'ils se sont rendus compte du génie d'écriture de Anthony Jeselnik, mais surtout j'en parlais tout à l'heure, sur le timing, la façon dont il amène ses blagues, dont il apporte la blague. Il a vraiment un ton souvent monotone dans ses blagues, mais ça passe. C'est difficile à expliquer comme ça. Je vous invite vraiment à voir. Il y a certains sketchs on va dire sketch, allez, tant pis. Il y a certains sketchs sur YouTube qu'on trouve très facilement, où il est sur scène et il a son micro, il ne bouge absolument pas et il va balancer ses vannes en regardant le public droit dans les yeux, en créant une sorte de malaise. Déjà que la blague en lui-même est assez malaisante, il va rajouter les regards derrière. Donc ça c'est assez prenant. Il a trois disques qui sont sortis, c'est pas vraiment des specials comme on pourrait parler de Louis C.K. par exemple. Lui, il a surtout,
on appelle ça vraiment des disques, hein. De base, c'est fait pour de l'audio. Comme je vous le disais, c'est pas important de le voir vraiment sur scène. Tout est sur vraiment l'audio. C'est ça le plus important. Les 3 sont disponibles sur Spotify et le dernier qui s'appelle Thoughts and Prayers, qui est sorti en 2016, est disponible sur Netflix aussi si vous le souhaitez. Mais sinon, il y a Shakespeare qui est sorti en 2010 et Caligula qui est sorti en 2013. Je vous laisserai voir pourquoi il a appelé son spectacle Caligula. Il y a une blague très très drôle sur sa copine qui lui demande si tu devais choisir entre une personne morte ou vivante pour passer une soirée ou dîner avec, qui est-ce que tu choisirais? Et Anthony Jeselnik va directement répondre Caligula. Et sa copine va lui demander Caligula, vraiment? C'est ça que tu vas répondre à moi, ta copine? Et Anthony Jeselnik qui répond non, excuse-moi chérie, tu as raison, je devrais pas dire Caligula, je te choisirais toi. Et tu serais morte. Voilà. Encore une fois, j'ai pas son timing. Clairement, vous allez peut-être pas trouver ça drôle quand je vais le dire moi-même, mais quand il va le dire lui-même, je suis sûr que ça va vous faire marrer, ou en tout cas sourire au minimum. Voilà, tout simplement. Donc, Anthony Jeselnik, je vous le recommande. Il est sorti aussi avec Amy Schumer pour le côté people, si ça intéresse certains. Amy Schumer, je vous en parlerai aussi, une comédienne de stand-up, donc une femme. C'est important aussi d'en parler, parce qu'il y en a certaines assez douée, assez bonne. Et Amy Schumer, ça me fait rire par moments, c'est surtout son show en fait qui me fait marrer, mais son show, sa série télévisée, son sketch show on pourrait dire, mais après tous ces spéciales, voilà, moi ça me fait sourire sans plus. Pour ce podcast, je me tape pas mal d'heures de recherche et des heures de comédie sur Netflix, sur le net ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Bien souvent, je croise des trucs assez pourris. Je les regarde une fois pour tester, pour pouvoir en parler s'il le faut. D'ailleurs, je vous parlerai de trucs nuls, mais populaires dans pas longtemps. Mais pas là. Pas pour cette série. Ceux qui me connaissent et qui me suivent par exemple sur Twitter savent que j'adore, j'admire, j'adule même Man Seeking Woman. Mais qu'est-ce que c'est? Man Seeking Woman, c'est une série en fait qui a débuté en 2015, qui passe sur FXX. C'est la même chaîne qui diffusait Legit, la série de Jim Jeffries dont je vous parlais dans un épisode précédent. Et Man Seeking Woman en est à sa 3e saison qui est actuellement en cours de diffusion. C'est un format court, une vingtaine de minutes, c'est une dizaine d'épisodes par saison. C'est surtout créé par Simon Rich. C'est le producteur et le showrunner de la série, et c'est inspiré de son bouquin The Last Girlfriend on Earth, dont j'ai fait l'acquisition récemment sur Amazon. Je vais être franc avec vous, j'ai découvert la série avant le bouquin, et je me demandais si le fait de lire le bouquin, ça serait pas redondant. Et en fait, pas du tout. Là, j'en suis clairement la moitié, je l'ai reçu tout récemment. Il y a des parties inédites dans le bouquin, évidemment, qui seront très certainement traitées dans la série plus tard. Mais il y a certains passages que l'on retrouve dans la série, et je trouve que c'est plus complémentaire que redondant. Voilà, donc si vous avez moyen de suivre la série et le bouquin en même temps, je vous le conseille. Donc The Last Girlfriend on Earth par Simon Rich. Et la série en elle-même, c'est 3 personnages principaux, on va dire. On suit d'abord Josh Greenberg et surtout ses péripéties amoureuses. Le personnage en lui-même est joué par Jay Baruchel, qui est un comédien canadien né à Montréal, qui parle super bien français avec un magnifique accent québécois. Je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. Le deuxième personnage, c'est Mike, c'est le meilleur ami de Josh, qui est joué par le talentueux Eric André. Et c'est le cliché de votre pote relax qui arrive à se taper plein de nanas sans que vous sachiez comment il fait. Il y a un épisode où il a des spirales dans les yeux pour pouvoir hypnotiser certaines nanas. Il comprend pas pourquoi Josh n'a pas ce pouvoir-là. Mais il lui dit, mais il n'y a pas une fée qui est venue toi aussi dans ton berceau pour te filer ce pouvoir? Mais tous les mecs l'ont, je comprends pas. Voilà, c'est assez particulier. Il y a aussi la sœur de Josh qui a 2 épisodes spéciaux d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est Liz Greenberg, je recherchais en même temps, interprétée par Britt Lower. Elle a 2 épisodes spécialement dédiés à elle. L'épisode 9 dans la saison 1 et l'épisode 4 dans la saison 2. Et il y a notamment, je ne sais plus lequel des deux, où elle tombe amoureuse du Père Noël. Le Père Noël qui a
on va dire, une aventure, alors qu'il est toujours marié, évidemment, à la petite souris. Non, la mère Noël, pardon, excusez-moi, c'est la mère Noël. Et du coup, voilà, ça crée des histoires à côté, je n'en dis pas plus pour pas spoiler, évidemment. C'est difficile de décrire quel genre de série c'est, parce qu'en fait, euh, on s'en rend compte dès le premier épisode. Par exemple, Josh se fait plaquer par sa petite amie qu'il va revoir à une soirée quelques temps après, où elle sort avec Adolf Hitler. Voilà. C'est assez bizarre, parce que bon, en plus de ça, il joue le rôle, Josh, et c'est un rôle de personnage juif pour le coup, et sa petite copine sort avec Hitler. Voilà, il y a tout de suite une sorte d'amalgame qui est créé entre les deux. Bon, c'est assez drôle quand on regarde l'épisode, mais on comprend très vite le côté décalé, déjanté et surtout le côté onirique de la série. Parce que tout ce côté décalé, c'est pas l'imagination de Josh, ça se passe réellement. C'est pas comme les pensées de JD par exemple dans Scrubs. Euh, il va vraiment pousser au plus loin ce qui lui arrive. C'est- À décrire, c'est très compliqué. L'écriture, en tout cas, elle est parfaite, elle est pleine de références, et il ne se passe pas 5 minutes dans l'épisode sans que je crie au génie, personnellement, clairement. C'est l'ex de Josh qui sort avec Hitler, une fille que Josh convoite sort avec Jésus, que Josh va trahir en servant un plat qui contient du gluten, mais Jésus va le pardonner alors qu'il est allergique entre guillemets au gluten. Je vous disais tout à l'heure la sœur qui va se taper le Père Noël qui est marié. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, vraiment. En général, un épisode, c'est découpé en 3 parties. Il y a 3 catégories dans un épisode. Ça peut se lier les uns aux autres ou c'est du freestyle pur, quoi, tout simplement. Là, actuellement, dans la 3e saison, Josh a une petite amie avec qui ça semble fonctionner assez sérieusement et on suit l'évolution du couple. Par exemple, le dernier épisode, euh, alors j'ai plus le nom de la jeune fille, je suis désolé en tête, mais elle a des doutes sur le couple avec Josh. Elle rencontre un... Elle est graphiste. Voilà, pour remettre un peu dans le contexte, elle est graphiste, donc elle fait des logos pour des festivals de musique ou des festivals d'art ou quoi que ce soit. Et en fait, elle va rencontrer dans une soirée un mec qui est clairement un sosie de Indiana Jones, gentleman, aventurier, archéologue, etc. Et elle veut partir à l'aventure, mais en même temps, elle est quand même en couple avec Josh. Et elle se rend compte au final que elle préfère être avec Josh, évidemment. C'est l'amour qui le retient. Euh, si jamais alors, si jamais les producteurs et le showrunner de cette série m'entendent dans ce podcast, ce qui est évidemment le cas puisque vous êtes des milliards à m'écouter, si jamais ce couple vient à se séparer dans cette série, euh, je, 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 je pense que j'arrête d'en parler sur Twitter, je n'utiliserai plus ce hashtag et je ne ferai plus de pub. En plus d'être enroulé dans un plaid en PLS avec du thé. Voilà, que ça soit clair entre vous et moi. C'est C'est ridicule dit comme ça, mais bon, moi ça me fait marrer. Euh, parce que j'en ai vu des séries, hein, des très très bonnes. Je vais pas vous les nommer, vous les connaissez. Hein. Breaking Bad, Doctor House, Scrubs, j'en parlais il y a quelques minutes. C'est des séries pardon, vraiment géniales. Mais pour moi, Man Seeking Woman, c'est vraiment la meilleure série de ces 10 dernières années, clairement. Et je dis pas ça à la légère. Il y a forcément un épisode qui vous parlera personnellement. Personnellement, moi, il y a 99% des épisodes qui me touchent. Il y a soit une remarque qui est faite dans l'épisode, soit une situation, soit... Voilà, c'est prenant. C'est prenant. Il faut pas regarder ça si vous avez été plaqué ou vous avez une déception amoureuse récemment. Ça va pas vous aider. Ou alors vous prenez vraiment beaucoup de recul dessus et vous rigolez de la chose et là, bon, ça peut être thérapeutique, on va dire. Moi, je sais que quand j'avais eu une rupture il y a quelques années, j'avais vu par exemple le film Her avec Joaquin Phoenix, où il tombe amoureux d'une intelligence artificielle plutôt, jouée par Scarlett Johansson, qui a une voix quand même, on va pas se le cacher, assez sexy. Et je sais que j'étais allé voir ce film tout seul au cinéma. Je suis resté 10 minutes après le film parce que je pouvais pas sortir, j'étais vraiment collé au siège. Là, en fait, c'est ce qui m'arrive à chaque épisode de Man Seeking Woman.
Donc c'est même pas un conseil, c'est genre allez-y, trouvez-le par vos propres moyens, légalement si vous pouvez, je crois pas qu'on puisse le prendre légalement pour l'instant, mais si ça vous plaît pas, je m'engage personnellement à vous rembourser votre temps perdu. Je sais pas comment je ferai, hein, je trouverai un moyen, mais regardez au moins le premier épisode, parce que dès le premier épisode, on est vraiment accroché au siège. Voilà. C'est vraiment... Comment enchaîner là-dessus? C'est... On parle de quelque chose de bien, qui est vraiment prenant, qui prend aux tripes. Et là, je vais vous parler du spécial de Gad Elmaleh sur Netflix. Comment on appelle ça? C'est ascenseur émotionnel, hein, je crois que c'est ça. Il fallait que je vous en parle. Il faut que je vous en parle d'ailleurs. Je vais prendre mes notes, parce que je prends quand même des notes pour ça. J'en ai pris quelques-unes pour... Bon, on va y aller, comme ça au moins c'est fait. J'ai quelques minutes devant moi, je pense que vous aussi. Bon, accrochez-vous. Gad Elmaleh part en live. Déjà, c'est le titre. Voilà. Rien que ça devrait vraiment vous mettre la puce à l'oreille. Faut pas regarder des trucs comme ça. Mais bon, bref. C'est sur Netflix, du coup. C'est en version française. Il y a quelques phrases qui sont en version anglaise, on va dire, sous-titrées français évidemment pour la version Netflix, tout simplement parce que c'est enregistré à Montréal, devant un public donc francophone, mais qui comprend évidemment l'anglais assez facilement. Et vu que c'est l'histoire de Gad qui s'installe aux États-Unis et qui va nous parler de comment c'est compliqué, oh là là, de survivre là-bas, bah forcément il y a des phrases et des aspects anglophones, on va dire. Voilà. Ça dure à peine 1 heure. Ça dure à peine 1 heure. C'est quand même dingue. Le mec... Bon, je, ok, on va parler franchement entre vous et moi. Ok, Gad Elmaleh, moi il m'a fait rire il y a 15 ans. Je suis allé le voir, je crois que j'en ai parlé dans un épisode d'ailleurs. Je suis allé le voir au Zénith d'Orléans, sur un truc qui durait 1h30, où à cette époque-là, c'était vraiment relativement nouveau. Je dirais le comique d'observation, à cette époque-là, en France, c'était vraiment nouveau. Donc, ça marchait. Voilà, il y avait un impact. Maintenant, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et que ce soit côté anglophone, côté en francophone. C'est ce que je disais récemment. Personnellement, le fait d'entendre un mec sur scène qui est payé je ne sais pas combien me dire oh là là, quand je vais à Ikea il y a du monde, et puis en plus de ça c'est dur à monter leurs meubles, et puis il reste tout le temps des vis, on sait pas quoi en faire. Ouais, mais ça tu vois, je le dis à mes potes, ça les fait marrer, ok, mais quand t'es sur scène et que t'as 3000 personnes qui viennent te voir, 6000 personnes, il a fait un duo avec Kev Adams, spécial dédicace à certaines personnes qui me demandaient de parler de Kev Adams. Ça n'arrivera jamais, clairement. Mais je me suis tapé leur truc à Bercy en DVD. J'ai pas acheté le DVD, je vais être franc avec vous. Je vais pas dépenser 10 ou 15 balles pour ça. C'est pas drôle. Pour moi, c'est pas drôle. Ça plaît à beaucoup de monde, tant mieux pour eux. Le principe, c'est ça. C'est que ce qu'ils disent. Alors, non, je vais pas dire ce qu'ils disent. Ce que Gad Elmaleh, en tout cas, dit dans son dernier spécial, c'est intéressant. Clairement, c'est intéressant. La vie d'un mec qui débarque en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, au Canada, qu'il voit les coutumes différentes en fonction de son pays. Lui-même est originaire du Maroc, il a grandi en France, il s'est expatrié au Canada pour faire ses études, il est revenu en France après pour faire carrière. Il a réussi en France, il s'est dit mon challenge après ça va être aux États-Unis, ça marche pour lui, tant mieux. Et je vais pas retirer ça. Parce que en plus quand il est sur scène, c'est ça qui rend le truc intéressant, c'est que lui-même c'est clairement une bête de scène. On va pas se le cacher. Il sait gérer le timing avec son public, il sait gérer la gestuelle micro, etc. C'est intéressant à regarder. Par contre, son crowd work, quand il va interroger une nana dans le public à savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça c'était long et inutile. Ça a duré 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Et imaginez un spectacle au départ qui doit durer normalement 1 heure de stand-up, il y a des minutes de crowdwork nul. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Voilà, c'est... Après, je veux pas cracher sur Gad Elmaleh. Ce qu'il fait, s'il réussit, encore une fois, tant mieux pour lui. Et il a réussi en France, il veut faire un challenge aux États-Unis, c'est cool.
On le qualifie du Jerry Seinfeld français. Ils se sont rencontrés d'ailleurs, Seinfeld et Gad, il y a quelques années, parce que Gad faisait le doublage du film B-Movie, je sais plus en quelle année c'est sorti, où c'était écrit par Seinfeld, produit par Seinfeld, et Seinfeld faisait une voix. Et quand ils se sont rencontrés à une soirée de première, j'imagine, ou un truc comme ça, et quelqu'un a dû présenter Gad Elmaleh à Jerry Seinfeld en lui disant hey, je te présente Gad, c'est le Seinfeld français, machin. Et ça a dû accrocher à ce moment-là. Et c'est cool qu'ils connaissent quelqu'un dans le milieu américain de la comédie. J'imagine que ça lui a ouvert pas mal de portes quand il a voulu s'expatrier là-bas, clairement. Mais ce qu'il fait maintenant sur scène, ça marchait il y a 15 ans, clairement. Là maintenant, c'est plus vraiment intéressant, je trouve. S'il me parle de sa vision des choses, de lui-même marocain, qui a grandi en France et qui vit maintenant aux États-Unis, et de la différence de culture entre les États-Unis et la France, ok, on l'a déjà entendu plusieurs fois, mais s'il pousse vraiment loin la blague, ça peut m'intéresser, ça peut même me faire rire. Là, je trouve qu'il pousse pas assez loin. En fait, il joue... Alors, il y a un podcast dont je vous ai parlé, Comedy News Weekly Podcast, qui en a parlé il y a pas très longtemps d'ailleurs, Dan Gagnon et Anthony Mirelli. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, enfin d'aller écouter plutôt leur podcast parce que c'est vraiment très intéressant. Ils le disent eux-mêmes, comment ils disent ça? On a l'impression en fait que c'est quelque chose qu'il a écrit à la va-vite. Il prépare pourtant ses shows. J'en parlais tout à l'heure, le Comedy Cellar, il va tester des blagues au Comedy Cellar, il l'a déjà dit d'ailleurs. Et il n'était pas prêt pour 1 heure sur une scène, pour moi, anglophone ou nord-américaine en tout cas. Voilà, tout simplement. Après, peut-être que c'est son premier test. Il a d'ailleurs un autre spécial qui doit sortir sur Netflix, cette fois-ci vraiment uniquement en version anglaise, version américaine en tout cas, anglophone. Je regarderai. Clairement, je regarderai parce que quelque part, encore une fois, je veux pas cracher sur Gad Elmaleh. Moi, il m'a fait rire. C'est même dommage de devoir essayer de lui trouver des excuses. Parce qu'il est doué dans ce qu'il fait. Et personnellement, ça ne me touche pas ou ça ne me touche plus peut-être. Mais si ça se trouve, je me trompe. Si ça se trouve, sa version j'allais dire originale, non. Sa version anglophone, en tout cas, sera intéressante. Ça sera même drôle et intelligente. Mais j'en doute. J'ai peur. Voilà, tout simplement. C'est dur de finir là-dessus. C'est dur de faire l'enchaînement entre Man Seeking Woman et Gad Elmaleh. Et puis en fait, c'est dur de finir sur un truc moyen. Mais vu que c'est récent, et que c'est la 3e partie de ce podcast et la dernière, il fallait parler de quelque chose de récent. Prochaine fois, je vous parlerai d'ailleurs du spécial de Bill Burr qui est sorti sur Netflix, que par contre là je vous conseille, qui était assez drôle, plus drôle que Gad Elmaleh en tout cas. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode de Passion Stand-Up. Je sais plus à quel numéro on est, je crois que c'est le numéro 4. Je vais être franc avec vous, j'ai 2-3 épisodes qui sont en cours actuellement, en cours d'écriture dans un premier temps. L'enregistrement, là j'ai celui-ci d'abord, on va faire l'un après l'autre évidemment. Mais en tout cas, tout est prévu, tout est lancé, je sais ce que j'ai écrit, je sais de quoi je vais parler dans les prochains épisodes. Il faut juste que je trouve le temps d'enregistrer et surtout la motivation. Parce que c'est vrai que, là je vais vous parler rapidement de moi, vite fait, juste... parler devant un micro comme ça tout seul, c'est assez bizarre. Les podcasts que j'écoute généralement, c'est 2, voire même 3, voire même plusieurs personnes qui sont autour de plusieurs micros et qui discutent et qui débattent de plusieurs choses. Mais parler tout seul devant un micro, c'est assez étrange en fait. Surtout quand je sens le regard de mon chat qui me juge derrière. C'est assez particulier. Et le fait de faire le montage après et d'entendre ma voix encore, c'est assez bizarre. C'est aussi pour ça que je fais des tests pour des enregistrements face caméra. C'est juste des tests pour l'instant, je ne mettrai rien en ligne. Voir si ça peut être aussi intéressant, si ça peut être plus
parlant pour certaines personnes aussi, de mettre un visage sur une voix. Ça se trouve, ça ne se fera pas, ça ne sera que de l'audio. Ça se trouve, je repartirai un jour sur de l'écriture sur un vieux Tumblr. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de... Et là, attention, instant promotion. Ça dépend aussi de si vous aimez ce type de format, si vous voulez plus, si vous voulez que ça reste comme ça, si quoi que ce soit. N'hésitez pas évidemment à me laisser un commentaire, que ce soit sur YouTube, pour ceux qui me connaissent sur Facebook. Sur mon Twitter, c'est @tipeur, Tipeur. Je mettrai un lien quoi qu'il arrive sur SoundCloud et sur YouTube par rapport à ça. Mais ouais, je serais vraiment intéressé par vos avis sur ce genre d'épisode, ce type de podcast. Parce que moi, ça me plaît de parler de ça. Est-ce que ça plaît à d'autres personnes? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais n'hésitez pas à partager en tout cas. Si ça vous plaît, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Parce que bah, moi, ça me fera plaisir, très clairement. Et je ne touche pas d'argent pour ça. Clairement pas. Clairement pas du tout, même. Je vais pas dire que ça me coûte de l'argent, en tout cas pas pour l'instant. Mais voilà, tout simplement. C'est vraiment par passion. Et c'est pour ça que ça s'appelle Passion Stand-up. Et je pense que je vais arrêter là. En tout cas le podcast, en tout cas l'épisode, ça sera mieux. Voilà. Et ben en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Si vous m'écoutez dans votre lit avec un casque, avec des écouteurs, en écoutant ma voix suave. Vous n'avez pas entendu Joker ce soir, mais il est là, il vous passe le bonsoir. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Ciao.